Alors moi, mon mot de minuit, c'est le mot condescendance, parce que c'est à la fois une des attitudes que je déteste le plus, et en même temps, je trouve un des plus beaux mots de la langue française, condescendance. Mon mot de minuit, ça va être envie, parce que je ressors de cette émission avec une envie folle d'écrire un livre, comme beaucoup de gens. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance, le nom du bal perdu. Sérieusement, que représente encore la France dans le monde aujourd'hui? Les droits de l'homme? On est en pleine décadence, lobotomisé par la télé, la peur, le kitsch partout, tout le temps. On est un pays mort de chez mort du point de vue culturel et politique. Et il y a encore des gens qui regardent de notre côté pour savoir d'où pourrait venir une grande et belle voix humaniste. Il roule soigneusement ses cigarettes, se mord les lèvres d'impatience de fumer en m'écoutant. Son pied bat le rythme d'une chanson qui doit passer dans son esprit en arrière-plan de mon bavardage. Il est tôt et je suis encore en pyjama. Le café filtre sur la table, paré à prendre encore mon temps avant de vraiment commencer la journée, pour laquelle je n'ai pas grand-chose de prévu, de toute manière. Après avoir lu la presse, je fais ma leçon quotidienne d'assimile, le turc. Je révise sans progresser des dialogues tout faits où l'on apprend à s'excuser de n'avoir pas préparé le dîner pour son mari et à ne pas s'énerver dans les embouteillages. Vu que je ne cuisine ni ne conduis, je ne retiens rien. J'aurais bien aimé être capable de lire au moins Twitter, qui est à défaut de presse libre la seule source d'information correctement alimentée dans ce pays, la Turquie. Il a déjà ses baskets aux pieds et les bagues aux doigts. Il range la première cigarette bien roulée derrière son oreille qu'il fumera avec le vendeur de thé en bas avant de sortir sa moto du local qui sert de garage. Une BMW hors de prix qu'il s'est offerte sur un coup de tête. Un caprice de gamin vexé que sa révolution n'ait pas marché. Il prépare une autre cigarette pour tout de suite, après quoi il partira rejoindre le Muse, cet ancien squat qui abrite aujourd'hui un journal satirique. Qu'est-ce qui fait que la France est encore un symbole si important que le monde entier s'est levé pour Charlie? Je prononce Charlie avec l'accent français, le ch discret et le a ouvert. Charlie que la plupart des Turcs appellent simplement Hebdo. Il fait la moue, ça n'avait rien à voir avec la France, pas sûr. Mais donc quelle réponse devrait-on apporter à cette attente? Il laisse passer un temps, vérifie qu'il a ses clés et son briquet en poche, se lève. Que peut-on faire pour la liberté, pour l'art, pour l'amour? C'est une question simple, non? Le Sillon, c'est la seule publication dans cette rentrée littéraire de la maison d'édition Le Tripode. C'est publié par Valérie Manteau. Valérie Manteau qui a beaucoup travaillé à Charlie Hebdo, qui a écrit un premier roman plus autobiographique que celui-là, où elle racontait la manière dont elle avait vécu les conséquences de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, notamment pour elle. Deuxième roman, c'est épatant, allez-y, ça s'appelle Le Sillon, c'est de Valérie Manteau que nous avons reçu précédemment dans cette émission. Entrée, c'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Rien de commun entre la biodiversité et le polar. Si, la Guyane, ce morceau de France, amazonien et tropical, terre de séquelles coloniales et de migration. Colaniel y a vécu 6 ans, occupation, ingénierie, agronomie, biodiversité. Signe particulier, tire de ce vécu l'occasion de 4 romans remarquablement documentés. Son héros, un capitaine de gendarmerie noir-marron, au regard si troublant, écartelé par ses origines, confronté à la complexité d'une société multiethnique qui cherche l'or ou toutes les occasions de s'en sortir au bord du fleuve. Colaniel a le talent de ses nombreux prix, cela dit pas que la Guyane, la Lozère également, où il situe une autre intrigue. Tout est à lire, toutes affaires cessantes. Il est chanteur à texte et de rue, son lieu de liberté totale. Higuit, son nom de scène reste en ses secrets. Il est grand, trentenaire, a du caillou dans la voix pour toujours ciseler des fragments du discours amoureux. Si tu me quittes, tu n'iras pas très loin, je sais où tu habites et d'où tu viens. Il s'est expatrié au Canada ou en Slovénie, remplit les petites salles d'Avignon,
chante avec Deneuve, s'oublie dans quelques prime time de télé-généralistes. Rien de grave, ça gonfle son audience quand son exigence et son parler chanté et sa voice restent intacts. Donc, un chanteur à texte éthique. Vous l'écouterez dans ce démo de minuit 569. Entrez, vous y êtes chez vous. Iggy de Colaniel, heureux de vous avoir sur ce plateau, sur desmotsdeminute.fr. Colaniel, parce que je ne vous connaissais pas au 1er janvier de cette année. Je vous ai lu en intégralité depuis et je suis devenu un fanatique, non un fan, de votre travail parce que vous faites du roman policier, bien sûr, c'est votre forme littéraire, mais c'est aussi une approche sociologique, ethnographique, économique, sociale, etc. Et c'est ce qui renvoie finalement à ce qu'a pu être le polar en France dans les années 70, qui était très axé sur le social. Et puis vous, Iggy, il y a un mot qui me venait, il est galvaudé, tout le monde s'en sert aujourd'hui, mais je trouvais que ça avait à voir avec vous, et ce mot c'est éthique. Parce que, on va en parler, hein, vous êtes chanteur, vous êtes un chanteur de rue, là où dites-vous il y a la liberté. Et puis, on vous a vu, et moi je vous ai vu à The Voice, une émission que je regarde avec ma fille. Je me suis dit, que fait-il là? Alors, il y a des évidences, hein, mais où il y a la bonne conscience de grands médias qui récupèrent ce qui peut faire bonne conscience. Hein, donc voilà, mais je me dis que dans tout ce que j'entends de vous, dans tout ce que je lis de vous, il y a une volonté d'assumer quelque chose qui a à voir avec une honnêteté par rapport au public, quels que soient des avatars qui peuvent s'appeler l'Eurovision, qui peuvent s'appeler TF1 ou France 2, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez amusant parce que je ne me considère pas du tout comme un chanteur engagé dans mes textes. Mais par contre, je me retrouve effectivement souvent confronté à ce genre d'analyse. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez fondamental pour moi que de rester honnête. Et je l'avais dit déjà à mes amis qui se demandaient aussi, eux aussi, pourquoi j'allais voir le grand méchant loup, entre guillemets, d'aller sur TF1 faire The Voice. Et j'avais déjà conscientisé cette volonté d'aller parce que j'avais plein d'amis qui avaient refusé avant, justement, qui étaient un peu dans le même cercle musical que moi, et qui n'avaient pas voulu y aller. Et ma réflexion à moi, c'était de se dire, si personne n'y va, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si personne ne fait l'effort, je parle là du milieu indépendant, enfin moi j'étais plutôt dans l'underground de l'underground, hein, puisque je connaissais absolument personne, moi j'ai pas du tout une famille de musiciens, tout ça. Et si personne n'y va pour essayer d'aller proposer quelque chose de différent, alors à ce moment-là, on ne peut pas continuer à cracher ou à dire du mal de ces grands médias qui proposent des choses qui sont souvent assez similaires les unes avec les autres. Donc à un moment donné, il faut bien que quelqu'un y aille. Et on ne nous met jamais un pistolet sur la tempe pour chanter quoi que ce soit. Donc on est toujours libre de faire. Et vous êtes resté vous-même? J'espère, je ne sais pas, je veux le dire. Non, mais je veux dire sur le plateau de TF1 ou sur celui de France 2. Oui, tout à fait. Voilà, oui, vous êtes resté avec quelques stratagèmes. Voilà une manière d'être éthique. La tétralogie de Colaniel, le dernier titre sur le ciel effondré. Je lis ceci parce que ça renvoie un peu à l'actualité finalement. Je lis ceci au hasard que j'ai retrouvé. Parce que les idées de Girbal, qui est un des gendarmes que vous mettez en scène en Guyane, elles étaient connues à tel point que la hiérarchie avait ordonné qu'il soit tenu à l'écart de tous les dossiers impliquant les professionnels miniers. Girbal, tous les week-ends fourré en forêt, pagaillant sur une crique connue de lui seul ou foulant le sol amazonien pour rejoindre un lointain carbet et y nouer son hamac, était proche des milieux écologistes, trop proche selon le capitaine lui-même. Et on se dit, tiens, c'est Ushuaïa, non? Ça, c'est une plaisanterie, mais je dis ça parce que vous êtes ingénieur, au départ, vous êtes ingénieur agronome, hein, vous êtes spécialiste en environnement et en préservation de biodiversité, vous avez quitté la direction du Parc national de Guadeloupe en 2014, vous étiez sous-directeur, vous avez participé à l'élaboration du parc amazonien. Donc, vous faites des romans policiers aujourd'hui au Rouergue, votre éditeur de référence, celui qui a su vous repérer. Hein, et je me dis, finalement, là,
vous restez quand même très proche de la formation initiale, ingénieur agronome, et très proche de la nature dans vos romans. Disons que la nature, et particulièrement le rapport de l'homme à la nature, le rapport de l'homme à son environnement, effectivement, et peut-être un peu inconsciemment d'ailleurs, ça c'est une constante. C'est-à-dire effectivement quelque chose qu'on retrouve dans tous mes livres, qu'ils soient en Guyane ou ailleurs. Moi, c'est une chose qui m'intéresse, quoi. Vraiment comment l'homme façonne la nature, comment la nature façonne l'homme, comment on vit dans notre environnement. Et pour le moment, ça changera peut-être dans quelques années, j'ai du mal à concevoir d'écrire un livre en zone urbaine, enfin quelque chose de vraiment urbaine, là où on a plutôt généralement tendance à imaginer le polar, en tout cas. Moi, c'est vrai que j'aime bien les zones naturelles, quoi. Donc oui, ça m'intéresse. Après, quand je vois les livres que j'ai écrits, il y en a qui sont plus, qu'on pourrait croire, plus écolo que d'autres. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout une volonté de ma part. Je cherche pas du tout à écrire des livres pour défendre l'écologie, même si j'ai des convictions personnelles en la matière. C'est pas mon sujet, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les rapports des hommes entre eux, quoi. Et alors évidemment, la nature, elle a un lien avec tout ça, parce que c'est elle qui, parfois, monte les hommes les uns contre les autres. Enfin, ou plutôt, les hommes se montent les uns contre les autres pour des questions de nature. Là, ça devient intéressant. Mais j'essaye pas, tu disais pareil tout à l'heure, j'essaye pas d'écrire des livres engagés, en tout cas. C'est pas le but, quoi. Mais en même temps, le résultat est là, puisque vous avez une approche ethnographique, sociologique, qui fait que les situations que vous décrivez sont des situations de précarité, de pauvreté, dans une zone, la Guyane, qui est une région française, qui est une des zones les plus pauvres de France. Un jeune sur deux est au chômage, et qui est une zone dont vous dites dans un de vos livres qu'elle est exclue des statistiques pour ne pas les alourdir. C'est vrai. Le résultat est là. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, moi, la Guyane, c'est quelque chose que j'ai en moi. J'y ai vécu 6 ans. J'y ai vécu 6 ans et ça fait 10 ans que je suis rentré en Guyane, donc ça fait quand même assez longtemps. Mais j'y suis resté très attaché. J'y vais tous les ans. J'y étais en juillet. J'y retourne la semaine prochaine. C'est un endroit auquel je suis très attaché. Tant au territoire, c'est-à-dire à ce qu'il y a d'extraordinaire sur place, qu'aux gens qui y vivent. On a un peu tendance à oublier parfois, je trouve. Donc oui, j'ai envie de parler de ces gens-là, quoi. Donc c'est effectivement, quand j'écris mes romans, j'ai envie de faire partager le quotidien, de faire partager les problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques, culturels, religieux, ethniques ou autres. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens, quoi. C'est leur manière de voir le monde, c'est comment leur culture façonne leur manière de penser, et comment on peut aussi arriver, du coup, à pas se comprendre les uns les autres, souvent parce qu'en fait, juste, on voit pas le monde de la même manière selon d'où on est issu, selon notre religion, selon notre culture. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'essaye pas... Quand je dis que mes livres ne sont pas engagés, c'est dans le sens, je n'essaye pas, quand j'écris mes livres, de faire en sorte que d'amener le lecteur à penser comme moi. Je m'intéresse autant aux personnages qui ont un point de vue proche du mien que ceux qui ont un point de vue très éloigné du mien. Dans Sur le ciel effondré, on a ce personnage d'une patronne de mine, quoi, qui est une présidente de la Fédération des opérateurs miniers en Guyane. C'est pas forcément un personnage a priori pour lequel j'ai une grande sympathie, et pourtant en écrivant le livre je me suis énormément attaché à elle, quoi. C'est-à-dire c'est un personnage que j'ai beaucoup travaillé, et moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui fait se lever le matin, qu'est-ce qui fait se battre au quotidien, pourquoi on vit, et quels que soient ses points de vue, je veux dire, tout est intéressant, quoi. Evelyne, ouais. Evelyne, dont vous dites ceci, parce qu'Evelyne, c'était le visage de la mine propre, dans tous les sens du terme. Ce visage dont les exploitants avaient besoin pour entretenir le dialogue avec État et collectivité. Jeannette l'admirait pour ce travail énorme qu'elle abattait, les réunions avec les élus, cabinets ministériels et autres préfets. Pour ça, elle était parfaite, impressionnante et majestueuse. Jeannette en aurait été incapable, il le savait très bien. Passer ses journées avec ces gens-là, se coltiner ces blancs surdiplômés qui débarquaient dans son pays et prenaient en main les politiques locales sans rien comprendre aux enjeux, c'était au-dessus de ses forces, contraire à ses convictions profondes, à cette idée bien ancrée en lui que tout ce système n'était que le prolongement d'une politique coloniale qui en fait n'avait jamais pris fin. Voilà. Mais vous ne faites qu'observer.
Non, mais oui, je fais qu'observer parce que J'entends bien. ce sont ce personnage-là de Léon Jeannette, avec son discours, c'est un discours très engagé qu'il a lui, mais c'est pas forcément un discours que je partage totalement. Donc oui, les positionnements politiques sont des politiques qui sont souvent très fortement façonnés par notre culture et ce qu'on a vécu avant. Il faut quand même être clair là-dessus. C'est des choses qui m'intéressent et c'est des choses dont je parle dans mes livres. Mais ce n'est pas forcément des points de vue que je partage entièrement, en tout cas, quoi. Sous le ciel effondré, ça sort ces jours-ci et ça a déjà été présenté en Guyane, où vous allez régulièrement présenter vos livres qui s'y vendent évidemment bien. Vous y étiez quand Sarkozy y est allé? J'y étais pas quand Sarkozy est allé, non. C'était... Ouais, non, je me souviens plus. Mais non, puisque moi j'ai quitté la Guyane en 2007. Et donc, non, juste une année avant son élection. Enfin, l'année de son élection. Ouais. Parce qu'ils y sont tous allés à... Ouais, sur le Haut-Maroni, il y avait sur le Haut-Maroni, là... Je raconte un truc d'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a raconté quand j'étais sur place, c'est que pour les cabinets ministériels et pour qui préparent un peu ces voyages présidentiels, c'est toujours un peu... ils pensent qu'ils vont au Far West quand ils vont en Guyane, ils s'imaginent un truc pas possible. Et sur le Haut-Maroni à Maripasoula, moi j'ai un ami qui travaillait au parc amazonien. Il n'y a pas de route pour y aller à Maripasoula. C'est ça? Non, il n'y a pas de route, non. Et j'ai un ami qui travaille pour le parc amazonien et qui travaille beaucoup dans les milieux orpailleurs, donc enfin voilà, c'est des milieux qu'il connaît bien. Et 3 jours avant l'avenue de Sarkozy, il y a un orpailleur clandestin qui lui dit mais tu sais, il y a des gens en face qui projettent de tuer Sarkozy, quoi. C'est-à-dire de viser la pirogue. Oui, ouais. En fait, c'était un canular, quoi. Le mec, il avait complètement inventé le truc, quoi. Mais bon, mon collègue, là, il se sent obligé de le raconter quand même, de rapporter ça à la hiérarchie. Et il paraît qu'à Paris, ils étaient complètement paniqués, quoi. Non, puis on imagine bien aussi, à partir du moment où c'est une zone qui n'est accessible que par pirogue ou par avion, comment on transporte les moyens de sécurité, les camions de pompiers, pirogue, en fait. Pirogue. Tous les camions, c'est sur la pirogue. 2 pirogues, on met 2 pirogues parallèles, puis on met les camions dessus. Même les hélicoptères, on les transporte comme ça. En tout cas, les problèmes, qu'ils soient sociaux ou économiques, sont quasiment toujours les mêmes dans les 4 livres que vous avez écrits sur la Guyane. Et une des questions centrales, c'est la richesse du sous-sol. Autrement dit, la question des garimperos, la question des orpailleurs, que ce soit légitime ou légal plutôt, ou illégal, puisqu'il y a tous les clandestins qui viennent chercher de l'or du Brésil, notamment. Cette question-là est centrale. Alors, il y a cette dimension de la montagne d'or, puisque les Guyanais, qu'ils soient marrons ou qu'ils soient amérindiens, etc., sont assis sur une montagne d'or, qu'ils exploitent. Récemment, il y a eu le gouvernement Cazeneuve qui a donné 2 milliards pour cette région sous-développée française. Et puis, il y a la question de la montagne d'or. C'est le plus grand projet jamais entrepris en Guyane, puisqu'il y a un consortium russo-canadien qui veut faire construire et exploiter pendant 12 ans le sous-sol, et c'est au milieu de l'Amazonie. C'est un sujet de mai 2018, c'était sur France 2. Regardez. Au nord-ouest de la Guyane, à une centaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, le site minier doit s'étendre sur 8 km² entre 2 réserves naturelles protégées. Le projet de la Montagne d'Or est porté par un consortium russo-canadien. 2 sociétés internationales ont une solide expérience des mines d'or industrielles. Dans cette vidéo promotionnelle, la Montagne d'Or promet beaucoup d'argent pour l'économie locale sinistrée. 3 milliards d'euros de retombées potentielles. La mine doit produire 85 tonnes d'or pendant 12 ans et générer 750 emplois directs. Mais les associations écologistes, elles, s'inquiètent de la déforestation et des rejets potentiels de produits chimiques dans les cours d'eau, parmi lesquels le cyanure, qui sert à extraire l'or. L'exploitation de la Montagne d'Or pourrait débuter en 2022. Comment est-ce que vous entendez ou vous regardez un sujet comme celui-là, alors que vous êtes allé sur place, que vous écrivez sur ce sujet? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui vous interroge, qui m'interroge, c'est certain, évidemment. C'est un projet énorme, c'est vraiment la plus grosse mine d'or qu'on aura jamais faite
en France. C'est un projet dont on parle énormément en Guyane en ce moment, parce que la population se mobilise. Il y a toute une partie de la population qui se mobilise contre ce projet. C'est assez inédit qu'il y ait une telle mobilisation autour d'un projet, quoi, avec les partisans du pour, les partisans du contre. Moi, effectivement, ça m'interroge parce qu'à titre personnel, j'ai les idées assez claires. Je suis vraiment convaincu que le développement de la Guyane, il ne se fera pas autour de l'or, qui est une ressource qui n'est pas renouvelable et qui, de toute façon, va créer des emplois pendant une durée qui est limitée, avec des impacts environnementaux phénoménaux, et puis qu'un jour ou l'autre, je veux dire, les Russes, les Canadiens, ils vont repartir de la Guyane, et c'est les Guyanais qui vont devoir gérer, quelles que soient toutes les choses qu'on peut faire pour effectivement réhabiliter, etc. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, j'ai les idées claires. Après, moi, ce qui me semble important aussi, c'est que c'est le point de vue des Guyanais, quoi. Encore une fois, je reviens à ce que au travail que je fais dans mes livres. Mon point de vue à moi, à vrai dire, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que veulent les Guyanais. En Guyane, on a quand même cette habitude, depuis des siècles, depuis l'époque des colonies, de décider à Paris de qu'est-ce qui doit se passer en Guyane. Moi, je pense que ce soit pour faire la montagne d'or ou pour pas faire la montagne d'or, il y a un moment où il faut que ce soit aux Guyanais de se prononcer et de se décider là-dessus. On ne va pas passer notre vie pendant des décennies à continuer à décider, à imposer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, mon avis, il est très clair, mais je pense que ce qui est important, c'est que les Guyanais se prononcent là-dessus. Et je suis plutôt content de voir parce que la mobilisation aujourd'hui, elle est très forte et elle se mobilise plutôt contre, quoi. Donc moi, ça me va très bien, mais c'est pas à moi de leur dire quoi penser, quoi, hein. Il y a quelque chose que vous soulignez régulièrement dans vos romans, c'est cette idée que la technocratie de la métropole ne comprend pas forcément la situation sociale ou les rapports sociaux sur place. Quand Macron va dire en Guyane, à l'occasion d'un voyage officiel, je ne suis pas le Père Noël, etc., etc., qu'est-ce qu'il pourrait faire de votre point de vue? Alors là, je parle au romancier qui invente, qui est dans la fiction, mais aussi à celui qui a vécu sur place, à l'ingénieur qui a vécu sur place. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'à Paris, on se rende mieux compte des situations locales? C'est une question politique, pour le coup, celle-là, mais pas politique au sens politicien du terme, au sens de comment est-ce que on a un regard sur ce qui a pu être autrefois une colonie. Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a plusieurs choses. Il y a la question du lien avec le passé colonial, mais au-delà de ça, il y a aussi, de manière plus simple et plus pragmatique, c'est-à-dire la difficulté qu'on a en vivant en métropole à concevoir ce que c'est qu'un territoire amazonien, quoi, comme la Guyane, parce que c'est tellement différent, les échelles de grandeur, les distances, etc. Moi, je me rappelle, quand je vivais en Guyane, quand je travaillais à la création du parc, j'ai eu des discussions dans des cabinets ministériels à Paris, au ministère de l'Outre-mer, où je me rappelle des conseillers ministériels du ministère de l'Outre-mer, ils devraient quand même s'y connaître. Quand je leur expliquais qu'on était obligé de prendre la pirogue pour aller à tel ou tel endroit, ils me regardaient avec des yeux comme ça, quoi. Et ça, j'avais vraiment l'impression de leur parler de la planète Mars, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a et c'est pas que lié à des questions historiques, hein. C'est vraiment cette incapacité à comprendre ce qui se passe là-bas. Et la vraie raison de ça, c'est que, c'est très éloigné de nos références, enfin des références de la métropole, et deux, les fonctionnaires, qu'ils soient à Paris ou en Guyane, ils tournent, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a quelqu'un qui arrive en Guyane sur le territoire, qui a des responsabilités très importantes décisionnelles, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Léon Jeannette, enfin, c'est ce que disait Léon Jeannette, généralement, le temps qu'il comprenne un petit peu ce qui se passe, il s'en va, quoi, parce qu'au bout de 3 ans, généralement, il s'en va, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème, quoi. On va parler littérature, si vous voulez bien, oui. Aussi. Aussi. Parce que là, on dit avec cet exergue que je note sur Le ciel effondré, hein, cet exergue qui est au Fils, au Père, à ceux qui tentent, à ceux qui tiennent, et quand les sots s'affolent, et quand se dressent les Inselberg. Qu'est-ce que c'est que cet exergue? Je sais pas, c'est pas clair. Non, j'aimerais bien que vous voilà. Non, c'est-à-dire que sur Le ciel effondré,
Bon, c'est un roman qui se passe en Guyane, c'est un roman qui se passe sur le Haut-Maroni. Qui a à voir avec la filiation aussi. Bon, voilà. Donc on a des questions liées aux cultures, à la question politique, enfin toutes ces choses-là, au contexte guyanais. Mais pour moi, c'est avant tout quand même un roman sur la paternité, quoi, sur les relations et la difficulté relationnelle entre un père et un fils. Il se trouve qu'en l'occurrence, ces gens-là sont amérindiens dans le livre, mais on retrouve des questions qu'on se pose dans n'importe quelle famille, qu'elle soit française ou américaine ou autre, quoi. C'est-à-dire la difficulté qu'on a à se comprendre entre un père et un adolescent. Cette période de l'adolescence où tout chamboule, quoi, où effectivement tout est remis en question et où mon jeune, qui s'appelle Tipoy dans le roman, a beau avoir sa culture amérindienne, il est attiré comme n'importe quel jeune par la culture occidentale, donc il s'habille façon rap américain, il a le téléphone portable, il écoute du dancehall, il écoute du rap, voilà, qui sont les musiques des... Il écoute Iggy, non? Comment? Il écoute pas Iggy. Je suis pas sûr qu'il écoute Iggy, parce que je suis pas sûr qu'il... il a tort, il devrait écouter Iggy. Plus tard. Mais c'est beaucoup les musiques caribéennes, américaines, etc. Donc il est là-dedans. Et son père a énormément de mal à le comprendre parce que lui, c'est quelqu'un qui s'appelle Tapwili, qui est lui très ancré dans les traditions amérindiennes. Mais ce que je trouve, et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette petite formule, c'est que ça renvoie à la difficulté qu'on a tous, père ou fils, à fonctionner les uns avec les autres, et que les efforts donc quand je dis les sauts, les sauts, c'est les rapides en Guyane, c'est les torrents. C'est quand on est en pirogue et qu'on franchit un torrent, on appelle ça un saut. Donc c'était SEAU, c'est pas les sauts. SEAUT. D'accord, ok, j'ai compris. Et les Inselberg, c'est les montagnes rocheuses, quoi. Okay. Les chutes. Donc je voulais rendre un peu hommage, moi je suis père aussi, mais à tous ces pères et ces fils qui arrivent quand même à continuer à communiquer et à vivre ensemble, même quand plus rien ne va, quoi. Vous avez failli ne jamais être publié, puisque vous avez votre premier roman, vous l'avez envoyé en 30 éditeurs, le truc classique, et finalement c'est le Rouergue qui vous a repéré. Et vous avez failli renoncer? Oui, mais très peu de temps, en fait. C'est assez fou, c'est que je me suis accroché pendant pas mal de temps et j'étais sur le point de renoncer une semaine avant de recevoir la lettre du Rouergue. Ouais. C'est pas vrai. Je pense que j'aurais pas renoncé. Mais c'est un moment où je me souviens d'une discussion avec ma compagne à l'époque, où elle me disait, elle qui m'a toujours beaucoup soutenu, pourtant elle me soutenait, mais à un moment elle voyait à quel point le fait de ne pas être publié me rongeait, me déprimait. C'est des moments qui sont difficiles, je pense à tous les auteurs non publiés, c'est des moments super difficiles à vivre. Enfin super difficiles, il faut relativiser, il y a des gens plus malheureux que nous, mais bon, en tout cas c'est pas simple. Et à un moment, elle m'a dit ça, quoi. Je m'en souviens très bien. Elle m'a dit, écoute, moi, je t'ai toujours soutenu, je suis persuadé que ce que tu as écrit est bon, mais si ça te fait trop de mal, il faut peut-être que tu te poses la question de est-ce que tu veux continuer ou pas, quoi. À quoi ça tient? Écrire, c'est une question que je vous pose à tous les deux. J'ai trouvé ces 10 lignes épatantes. Je les ai lues et je vous dirai après de qui c'est. Le 31 août, dans une interview de Libération. La personne qui est interviewée a écrit ceci sur l'écriture. Comment est-ce qu'on écrit une chanson ou un livre? Pendant que je travaille, avant que j'arrive à trouver vraiment, avant de voir que ça y est, c'est un espace, j'ai le sol où je peux poser mes pieds. Avant ça, je ne sais pas. Je me dis que ça ne doit pas être ça, puisque je ne trouve pas. Un sujet, ce n'est pas une idée, c'est un chemin. C'est bien joli d'avoir des idées, mais enfin, s'il n'y a pas de sol sous ses pieds, ça n'a aucun intérêt. Tous les sujets sont bons ou tous mauvais s'il n'y a pas de traduction. Ce que je cherche, c'est le moment où ça ne ressemblera plus du tout à une idée, à un sujet, et qu'on aura l'impression qu'il y a quelque chose. Dit comme ça a l'air banal, mais quelque chose qui s'anime, la phrase elle-même, la page elle-même, le mot lui-même, il est là, ça y est, c'est ça, écrire. Vous pouvez écrire pendant 2 ans et que le mot ne soit pas là, je ne sais pas si vous voyez.
Comme on n'y arrive pas, le mot ne s'arrête pas, ne se pose pas. Ça ne l'intéresse pas de s'arrêter chez vous. Vous êtes dans le vide, justement. C'est bien ça qui est douloureux. Votre sujet, il n'atterrit pas. C'est une idée romancée, c'est tout. Le mot ne se donne pas. Vous ne savez pas lui donner sa place. Le mot doit être chargé de toutes ses vibrations. Passer inaperçu quand même. Rester léger comme dans la vie. Le sujet, c'est ça pour moi. Avoir la sensation peut-être d'être capable de mettre sur la page une vérité vivante. Au bout de 2 ans de galère. Comment guide-vous? Comment est-ce que vous ressentez ce texte? C'est Christine Angot qui répond à Claire Devarieux dans le journal Libération le 31 août. Je trouve que c'est étonnant. Hein, pour moi, ça tombe assez juste. Parce que après, là, on touche à un mystère non résolu, et tant mieux, qui est celui de l'inspiration et tout ça. On ne peut jamais vraiment savoir. Mais le côté, je pense que je vois ce qu'elle veut dire dans le côté du mot vivant. Il y a presque quelque chose de kabbalistique là-dedans, dans le fait d'attribuer au mot, parce que le mot c'est aussi un sens, alors après le sens résonne différemment, mais effectivement quand c'est là, moi je sais que je passe des périodes sans écrire, ça m'arrive assez souvent, mais je panique jamais, ce qui pourrait être assez paniquant, parce qu'en plus de mes chansons, moi j'écris aussi des chansons pour d'autres, donc j'ai aussi des fois des deadlines, pour utiliser un terme un peu particulier quand c'est lié à l'écriture, à respecter. Mais je sais que ça peut très bien arriver, j'attends qu'il arrive, et il arrive toujours. Ça peut arriver ça m'est déjà arrivé de devoir présenter une chanson à quelqu'un, par exemple, de n'avoir absolument rien fait parce que je savais bien que c'était pas là et que j'allais pas forcer la chose. Alors on peut essayer de réfléchir comme ça, mais quand la magie est pas là, ça sert pas à grand chose de pousser, en tout cas pour moi. Et dans le métro pour aller voir cette personne, d'écrire la chanson en 5 minutes d'un coup et de lui présenter qu'il aime bien et que ça. Donc effectivement, il y avait une poétesse américaine dont je me rappelle plus le nom, qui racontait que ils sont assez nombreux à penser ça, en tout cas en ce qui concerne les auteurs de chansons, que les chansons sont toutes là, qu'elles se promènent en fait parmi nous, et que certaines personnes ont la capacité à les voir ou à les attraper. Il y avait Tom Waits notamment qui disait ça, qui était en voiture, et quand il venait dérangé par une chanson, il disait va-t'en, on va déranger Leonard Cohen. Et cette poétesse, quand elle était petite, écrivait des poèmes à l'envers, parce qu'elle les voyait comme des serpents qu'elle récupérait par la queue en tirant. Et moi je suis assez convaincu de ça, quoi. Et pour vous? Moi, je me retrouve pas mal dans ce que tu viens de dire à l'instant. Sur le roman, moi, j'ai cette impression, effectivement, que l'histoire... en tout cas, quand le roman est terminé, on a l'impression que l'histoire, elle a toujours existé, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait juste la trouver. Alors, je pense que la différence avec la chanson, c'est comme ce sont des choses qui sont très longues. Voilà, c'est pas un truc qu'on attrape comme ça, quoi. C'est un truc sur lequel on travaille. C'est plus l'idée de creuser pour essayer de trouver de trouver l'ensemble, on va dire. C'est plus des fouilles, archéologiques, quoi. On essaye de vraiment tout découvrir. À la fin, on dit ok, ça y est, tout est là. En revanche, moi, j'ai aussi plein de moments où je n'arrive, où j'ai du mal à écrire, parce qu'en fait, il n'y a pas de moment où je n'écris pas, mais il y a des moments où j'écris doucement, difficilement. Et en revanche, moi, je panique énormément, quoi. Je pense que le doute est inhérent à chaque roman. On ne peut pas écrire un roman sans douter. La question, c'est plutôt comment on arrive moralement à le vivre, en fait. C'est plutôt ça la vraie question. J'ai une petite question. Du coup, est-ce que la trame, l'intégralité de l'histoire se fait d'abord et qu'ensuite tu écris, ou est-ce que ça t'arrive d'écrire un début de roman sans connaître la fin de l'histoire? C'est intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que généralement, je n'écris pas sans connaître la fin, en particulier, en général. Généralement, j'ai un début, une fin. Vous ne mangez pas? Ah non, ça ne s'écrit pas pareil, pardon. J'ai un début, une fin, j'ai quelques scènes au milieu auxquelles j'ai déjà pensé, mais il y a énormément d'incertitudes. Il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout prévues à l'avance. Moi, je n'ai pas de plan écrit. C'est-à-dire qu'après, ça se fait vraiment... et on peut prendre des directions qu'on n'avait pas prévues. La question du chemin dont vous parliez, dont parlait Christine Angot, me parle beaucoup, quoi. C'est qu'effectivement, on a quelque chose en tête, mais de passer de ces idées à la mise en œuvre, c'est souvent très difficile. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a beau l'avoir fait plusieurs fois, à chaque fois on le sous-estime. C'est-à-dire à chaque fois on sous-estime à quel point le fossé entre j'ai une idée et la mise en œuvre, il est grand quand même, quoi. Deux questions justement sur la façon d'écrire. Est-ce que vous écrivez en situation?
Autrement dit, est-ce que vous écrivez en observant, en étant sur place, ou est-ce que vous écrivez en vous servant de vos souvenirs, de ce que vous avez pu vivre ou... Alors moi, je n'écris jamais quand je suis en Guyane, je n'écris D'accord. jamais sur place. J'y retourne très régulièrement pour... je fais du repérage, c'est-à-dire je cherche des lieux qui m'inspirent, qui vont permettre de servir mon Tous histoire. vos romans sont remarquablement documentés, y compris quand il s'agit de parler des Kerguelen, qui n'ont rien à voir avec... Où je ne suis jamais allé, hein, d'ailleurs. On est Non, bien mais d'accord, non, hein. J'essaie de faire en sorte rien que... à voir avec la Guyane. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'écrire Ouais. un roman, c'est un peu ça. C'est un peu le boulot du romancier, enfin, en tout cas, mon boulot à moi, c'est ça. On a plein de sources, quoi. On a des souvenirs, on a des idées, on a de la documentation concrète, on a des choses qu'on a vues très précises, on a des choses qu'on va totalement inventer. Et le jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que tout garde le même niveau de crédibilité. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas quelque chose qui est crédible, et puis qu'à un moment, on raconte un truc, on dit, voilà, là, il connaît Donc pas du tout. c'est bien de l'invention et de la fiction. Complètement. Anato, qui est-il, ce gendarme au regard si troublant, puisqu'il a les yeux entre le jaune et le marron, grand séducteur, écartelé, puisqu'il a été élevé en métropole, alors qu'il est noir-marron, et qu'il retourne exercer en Guyane. Est-ce que c'est un personnage crédible ou est-ce que c'est un personnage parfaitement inventé? Je pense que Anato, tout comme Angélique Blackaman, donc ma nouvelle adjudante sur Les Ciels effondrés, je pense que c'est les personnages les moins crédibles de tous, en fait. C'est les plus fictifs de tous. Il y a pas beaucoup de personnages dont je parle dans mes romans qui sont souvent inspirés de personnes réelles que j'ai rencontrées, alors même si évidemment elles sont romancées, c'est des personnages entièrement fictionnels. Mais en revanche, Anato, c'est le moins crédible de tous, en réalité. C'est un noir-marron, donc originaire du fleuve Maroni, à la frontière entre le Suriname et la Guyane, qui a effectivement cette particularité physique d'avoir les yeux jaunes, d'avoir les yeux très clairs. J'ai jamais rencontré un seul noir-marron, un seul djouka en l'occurrence. Avec les yeux jaunes, ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de voir tout ce qu'on pouvait construire à partir de là. C'est-à-dire qu'on est bien dans de la fiction, quoi. On est bien dans de la fiction. Alors simplement, je lis ceci. Il se sentait proche, Anato, mais en même temps si éloigné de ses habitants. Malgré sa couleur de peau, aucun des villageois n'avait compris qu'il était lui aussi originaire du fleuve Maroni. Tous l'avaient pris pour un créole du littoral. Rien d'étonnant, les Ndjouka comme les Aloukou n'étaient pas légion dans les élites guyanaises. Quelques conseillers régionaux tout au plus. Anato pensa à ses parents qui lui manquaient tant, à cette langue qu'il ne maîtrisait pas, à ses ancêtres qu'il partageait avec la famille Apanga, évadés des plantations surinamiennes pour gagner leur liberté 2 siècles auparavant, lors du grand marronnage. Ces ancêtres mythiques dont il avait si souvent rêvé, mais qui lui semblaient soudain si lointains. Cet écartèlement d'Anato. Astérix sur le grand marronnage, avec ce qui a disparu sur le ciel effondré, c'est le glossaire à la fin. Parce qu'effectivement, vous êtes quand même ingénieur, donc vous repérez tout, et vous avez un vocabulaire extrêmement local et précis. Pourquoi est-ce que il n'y a plus? Non, il n'était pas non plus dans Obia, dans le dernier. C'est un choix. C'est vrai que, bon, après, on évolue un peu dans ce qu'on fait. C'est vrai que mes 2 premiers romans, voilà, c'était quelque chose de quand même très, très carré. Je les voulais très propres. Hein. Ça, c'était mon côté un peu ingénieur, scientifique qui était encore là. Donc, j'essaye de me libérer petit à petit, quoi. Et à partir d'Obia, et notamment sur Le ciel effondré aussi, j'ai totalement mis ça de côté parce que je pense qu'un glossaire à la fin de roman, ça casse la lecture en réalité. Moi, je voulais embarquer mon lecteur dans une histoire. Et je pense aujourd'hui que... Alors, j'utilise pas moins de mots locaux, mais je pense que le fait qu'il y ait des mots, que ce soit dans un roman ou dans une chanson, que le lecteur ne comprend pas, c'est pas forcément un problème, quoi. L'important, c'est de se retrouver plongé là-dedans. Et d'ailleurs, moi, mon envie, c'est ça, c'est aussi de plonger le lecteur dans la Guyane, avec aussi le fait qu'on ne comprend peut-être pas tout, quoi. Quand on est plongé en Guyane et quand on débarque sur place, petit blanc débarquant en Guyane et ne connaissant rien, les premiers mois, et voilà, il y a des mots qu'on entend, qu'on ne comprend pas, qu'on se fait expliquer petit à petit, et c'est pas forcément grave, quoi. J'ai 2 questions à vous poser encore, mais après ceci, je voudrais vous faire écouter un auteur de la série noire, et qui moi, quand je vous ai lu, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à machin, à machin, à machin. Écoutez,
Pourquoi, à 8 ans, la première fois que j'ai vu Brel, je chantais ces gens-là, pourquoi j'étais comme ça? Je sais pas. Pourquoi, quand j'ai vu Joe Strummer, pour la première fois chanter London Calling, j'étais comme ça? Pourquoi, quand j'ai vu la première fois Bowie? Il y a des choses comme ça que moi, j'explique pas parce que je préfère vivre avec mon corps qu'avec mon cerveau. Mais il y a quand même eu des choses, quoi. Il y a quand même eu des chocs psychologiques. Quand j'ai appris que Che Guevara, on peut en penser ce qu'on en veut, mais quand on lit sa biographie, j'ai vu que le conseiller de la CIA, c'était Klaus Barbie. Bon, c'est pas possible, quoi. Le mec a tous les Jean Moulin, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas, je peux pas accepter ça, moi. C'est trop pour moi. Donc forcément, je mets mon tempérament dans tout ça. Et quand je rencontre les grands à la place de Mai, ou Mandela, ou des choses comme ça, forcément, on est pris par l'histoire. Mais je tiens à dire aussi que si c'était au Cambodge et que je voyais des Khmers rouges, j'aurais là une colère contre eux qui serait une colère soi-disant de gauche, enfin... J'essaie de faire l'idéologie aussi, quoi, mais aussi je choisis des sujets qui vont avec ma colère. Aux côtés de Caril Ferret, auteur de La Syrie Noire, qui avait notamment écrit Zoulou sur l'Afrique du Sud, il y avait à ses côtés Nassira El Moadem qui dirige le Bondi Blog, voilà, pour situer son interlocutrice. Comment vous réagissez, vous, au côté un peu punchy de Caril Ferret? Ma question, c'est quelles sont finalement, dans le registre qui est le vôtre, quelles sont vos références? D'abord, à sa manière, Caril Ferret, c'est une référence. Hein. Moi, ce Zoulou, ça a été un gros choc de lecture. J'aime beaucoup ce livre. Et je pense que Caril Ferret fait partie des auteurs français qui ont influencé mon écriture. Ensuite, moi, j'ai pas de... Quand j'étais plus jeune, je lisais pas beaucoup, quoi. Quand j'étais ado, je lisais pas beaucoup, je lisais pas assez. Parce que, vous savez, c'est très français, ça. On est scientifique ou on est littéraire. Il faut choisir son camp. Vous aimiez les maths? Et moi, j'aimais les maths, ouais, puis je me débrouillais pas mal, quoi. Et voilà, au bac français, c'était ma grand-mère qui lisait tous les livres à ma place. J'ai lu aucun livre du bac français. Donc voilà, donc je me rattrape depuis. Maintenant, je lis énormément aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas d'un point de vue littéraire, j'ai pas de mentor, c'est-à-dire de référence ultime. Et la conséquence, c'est qu'en fait, sur chaque roman que j'écris, c'est des livres différents ou des auteurs différents qui m'inspirent. Donc pour chacun des livres que j'écris, j'ai 3-4 bouquins sur ma table. Quand j'écrivais Obia, j'avais pas les mêmes que quand j'écrivais Seules les bêtes, que quand j'écrivais Sur le ciel effondré. Donc ça change d'un livre à l'autre. Seules les bêtes, vous faites allusion à Seules les bêtes, c'est le seul enfin, même si ça se termine en Afrique, ouais. Ça se passe en Lozère. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez foutre en Lozère? Passez-moi la trivialité du mot, mais... J'avais envie de changer. C'est-à-dire que, enfin, il y a plusieurs choses. Moi, j'avais écrit 3 romans guyanais, et il y a un moment, on se demande, est-ce qu'on est capable de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que la Guyane, c'est tellement riche, quoi, comme territoire. Il y a tellement de choses à raconter qu'à un moment, on se demande si on n'est pas juste porté, quoi, par la Guyane, plus que par... Très réussi aussi, cela dit en passant, pour le lecteur fidèle. Merci. Que je suis devenu. Et donc voilà, moi j'avais vraiment envie de parler de la Lozère, du milieu rural, de solitude. Voilà, c'était d'autres sujets, moi, qui me tenaient à cœur, quoi. Dans les références, tout à l'heure, je me disais que forcément Tony Lerman, ouais, évidemment. Publié, je ne sais plus d'ailleurs, chez Rivage. Ouais. Et puis James Lee Burke. Ouais, James Lee Burke, ouais. James Lee Burke pour effectivement voilà, ces ambiances, effectivement, Louisiane, enfin, des choses qui sont vraiment... Enfin, moi, j'adore. Tony Lerman, oui, parce que Tony Lerman, ça m'a ouvert... Sur les Indiens d'Amérique. Hein. Voilà, sur les Indiens Navarros. Tony Lerman, ça m'a ouvert les yeux sur cette idée d'intégrer la dimension culturelle dans une histoire. C'est-à-dire de faire en sorte que peut-être que le lecteur n'a pas la même culture que les personnages. Alors, c'est toujours le cas, hein, mais entre une culture occidentale et une culture amérindienne, il y a quand même un fossé qui est très très grand. La possibilité d'intégrer d'autres cultures dans l'écriture d'un polar. Ça, c'était important pour moi. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai un objet avec moi. Vous pouvez bien le montrer? Qu'est-ce? Alors, c'est une pièce, c'est un demi-dollar Kennedy. Ah oui, c'est Kennedy, oui. Pourquoi? Alors, c'est une pièce que j'en ai 4, je les ai toujours sur moi. Parce que dans une autre vie, avant d'écrire, j'étais magicien. Je ne le suis plus vraiment. J'ai fait pas mal de magie pendant 10 ans. Et j'ai beaucoup arrêté. Je m'y remets un peu parce que mon fils grandit, donc j'essaie de l'intéresser un peu. Mais du coup, les pièces dans la poche, c'est resté tout le temps.
Je peux pas me balader sans avoir 4 pièces, Vous avez 4 été demi-dollars dans ma poche. ingénieur, magicien et... Oui, mais je veux dire, on a tous fait des choses comme ça. Je veux dire, Ah je ouais, suis sûr ouais. que Iggy, il a plein de trucs qu'il sait faire et qui Vous êtes magicien, qui dit vous? pas. Non, pas du tout. J'adorerais, mais ça me rend complètement fou quand je vois quelqu'un faire un tour et qui veut pas dire la solution. J'ai fait du théâtre. Enfin, on a tous fait des petites choses comme ça, je pense. Guiguette, qu'avez-vous entendu de votre voisin, là, dans ces 35 minutes? Beaucoup de choses. Déjà, je me reconnais vraiment dans le fait qu'il expliquait juste avant que ses livres sont assez différents parce qu'il prend des références différentes à chaque fois et qu'il n'est pas attaché. C'est quelque chose que moi aussi, je fais en musique. Souvent, j'ai 3-4 chansons qui me tournent en tête et elles influencent forcément la chanson qui est en train de se faire à ce moment-là. Et puis, beaucoup de choses. Déjà, un profond respect pour cet exercice qui m'a l'air incroyablement complexe. Moi, je suis vraiment dans une écriture de la... Comment dire, extrêmement spontanée et rapide. C'est comme un espèce de sprint où on attend, on a l'inspiration et puis ça, on a bien évidemment, on retouche après, mais ça reste quelque chose de très animal, très instinctif. Là où, de fait, pour un roman, il faut extrêmement structurer sa pensée. Comme beaucoup j'entendais il n'y a pas longtemps à la radio qu'un Français sur deux a écrit, veut écrire ou écrira un roman dans sa vie et qu'un Français sur 100 en a lu un. Et moi, je suis comme ça, je suis dans le fantasme de me dire un jour j'écrirai un espèce d'immense chef-d'œuvre. mais malheureusement, je ne pense pas avoir la rigueur. Mais j'adorais, enfin moi, ça me fascine totalement de pouvoir s'atteler comme ça pendant plusieurs mois à un seul et même projet. Ça et la manière dont c'est l'espèce de, pas lapsus, mais dont il a tourné sa phrase tout à l'heure. Il a dit quand on discutait avec Jeannette. Et puis c'est repris, il a dit quand on parlait de Jeannette. Et donc voilà, c'est ça le fait que les personnages prennent tellement vie parce qu'on passe des mois avec eux que j'imagine même que neurologiquement, le cerveau ne doit pas faire la différence avec des personnes existantes et des personnes de fiction. Je pense que c'est comme quand on imagine un arbre et quand on voit un arbre, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau. À mon avis, c'est un peu la même chose là. Ces personnages, ils existent. On continue cette conversation avec un moment musical. Je vous propose de découvrir Antoine Barraud, qui est un jeune chanteur qui a une gratte et qui se promène dans les rues de Paris. Voilà, Antoine Barraud. J'ai voyagé beaucoup, parcouru des pays, rien ne vaut, voyez-vous, une femme qui sourit, pas même Corfou, pas même Capri. Je suis parti partout, été dans tous les sens, rien de plus beau c'est fou qu'une dame qui danse, pas même Oslo, pas même Byzance. Ah si on m'avait dit que malgré les hymnes anciennes, rien n'était plus joli qu'une valse en tandem, pas même Paris, pas même Vienne. Je serais resté ici pour que tu me retiennes, dans ce petit pays dont tu es la reine. Je serais resté ici pour que tu me retiennes, dans ce petit pays dont tu es la reine. Tristes ces pierres dont je rêvais pourtant, c'est qu'il n'y a à tes yeux clairs rien de plus charmant, pas même Anvers, pas même Milan. Et l'éternel eau bleue que je voulais t'envoie, rien de plus joyeux que ton rire d'ivoire, pas même Riga, pas même Gibraltar. Si j'avais su, tu vois que les chants de poèmes ne valaient pas ta voix quand tu me dis je t'aime, je n'aurais pas vu Lisboa, ni Jérusalem. Je serais resté ici pour que tu me retiennes, dans ce petit pays dont tu es la reine. Je serais resté ici pour que tu me retiennes, je n'aurais pas vu Lisboa, ni Jérusalem. Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je serais resté ici pour que tu me retiennes. Je serais resté ici pour que tu me retiennes.
Antoine Barraud, alias Igit, hein, et là on a gardé les sous-titres parce que c'était l'Eurovision. Ça, c'était une partie de votre parcours musical. Comment est-ce que ça commence, cette affaire-là? L'affaire musicale? Ouais. Extrêmement tôt. Mon premier souvenir musical, c'était que j'avais fait un concert, j'avais 4 ans, et je me rappelle très très bien, comme si c'était hier, j'avais travaillé une chanson dans ma chambre en utilisant une poubelle Mickey, une corbeille à papier que j'avais comme tambour. Et je m'étais habillé, tout ça. Quand j'étais tout petit, on me demandait ce que je voulais faire. Je voulais faire Johnny Hallyday. Bon, c'est un petit peu compromis aujourd'hui, mais disons que je continue. Et je me rappelle que comme c'était un peu mignon et que... Oui, peut-être que maintenant... comme c'était un peu mignon, les gens avaient beaucoup ri. Ma famille, mes oncles, tantes, mes parents, tout ça. Et je me rappelle l'avoir très très mal pris. C'est resté un souvenir assez... Enfin, j'avais oublié sur le coup, et puis j'avais 22 ans, je crois, et ma mère me remontre une photo de moi en train de pleurer avec habillé ce que je pensais être une rockstar, et je me rappelle avoir instantanément repleuré, alors sans aucune... Et je pense que ça a été vraiment un élément fondateur de mon envie de faire ça, mais je me rappelle que quand je répétais, c'était quelque chose déjà de sérieux, quoi. Il fallait faire les choses bien, j'avais composé quelque chose spécialement pour l'occasion et tout. Donc c'est aussi longtemps que... Merci pour ce moment de psychanalyse sauvage. J'aime bien, moi, ça. Et donc, alors après, si on reprend ce parcours, il y a des choses qui sont extrêmement presque anassiennes, pour parler d'anato, écartelées. Hein. Ça va dans des directions extrêmement différentes, au Canada, en Slovénie, dans des registres de voix très différents. Vous n'êtes pas toujours le même en chanson, non, si j'ose dire. Vrai. Il faudrait que je le sois un peu plus, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure voilà. sur les influences. Mais c'est assez étonnant, parce que vous avez des registres vous pouvez insister, vous avez des possibilités de chanter différemment ou d'insister sur les graves ou d'aller ailleurs, dans le blues ou le groove, enfin, etc. etc. C'est assez étonnant. Comment est-ce que vous vous déterminez géographiquement et organiquement? Géographiquement, déjà, je crois que ça dépend beaucoup des périodes, parce qu'en fait, j'écrivais en anglais quand j'habitais dans des pays anglophones, parce que ma volonté a toujours été déjà de me faire comprendre. Donc, quand j'étais en France, avant de partir à l'étranger, je chantais en français, et puis ensuite, j'ai un peu vadrouillé, on va dire. Je suis resté 3 ans au Canada et 3 ans en Slovénie, donc là, pour me faire comprendre quand je faisais des concerts là-bas, j'écrivais en anglais, puis je suis rentré en France, je me suis remis à écrire en français. Toujours dans la musique? Toujours dans la musique, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire vous chantiez au Canada, vous chantiez en Slovénie, vous oui, alors de manière auteur, compositeur, interprète. Oui, de manière non professionnelle. Moi, j'étais cuisinier, surtout pendant longtemps. En Slovénie, c'était un peu particulier parce que je suis parti là-bas pour un projet musical, mais qui consistait j'ai créé, sous la forme du volontariat européen, j'ai créé un studio d'enregistrement dans un vieux cinéma, dans un coin paumé de la Slovénie complètement. Et j'ai demandé à 5 groupes de jeunes de venir, et on a fait un disque ensemble, une compilation, mais en les aidant, ce coup-ci, à eux, être auteurs-compositeurs. Donc c'était un peu le seul contrainte que j'avais, c'est qu'il ne fallait pas faire de reprises. Donc je les ai accompagnés pendant 1 an dans la construction de leurs chansons, dans la production du disque et tout ça. Donc ça a toujours tourné un peu avec aussi plein d'autres choses, de la musique pour la danse contemporaine, j'ai fait des comédies musicales là-bas, tout ça. Mais donc oui, j'ai toujours navigué, et pour ce qui est de la voix, c'est très particulier parce que des fois on me demande, il y a des gens, c'est vrai, qui aiment bien l'aspect un peu plus blues, groove, et qui me disent pourquoi tu fais pas ça en français. Moi je trouve que ça sonne ridicule en fait. À chaque fois je m'attribue un peu comme on aurait un style de roman. Je trouve que chaque chose qu'on raconte, en tout cas pour moi, a une voix différente, et donc je prends cette voix-là. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer de regrouper un peu les thèmes pour essayer d'avoir quelque chose de constant sur un album ou sur un EP, pour pas que ça parte dans tous les sens. Un EP, un petit album, quoi. Voilà, c'est ça. Extended Play, c'est 5-6 titres en général. Et voilà, pour pas justement... mais j'ai ce problème-là, si j'écoute un morceau de rap que j'aime bien, je vais avoir envie de faire du rap, je vais rentrer puis je vais me dire non, attends, concentre-toi, tu feras ça plus tard. Donc tous mes amis viennent de la musique électronique, donc j'en fais aussi beaucoup. Enfin, donc c'est assez dur pour moi de rester dans un seul style, entre guillemets, pendant suffisamment longtemps. Quelles sont vos références? Qu'est-ce qui vous a guidé au fil de votre parcours?
Vous avez cité Tom Waits tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, étonnamment, c'est surtout mon père écoutait beaucoup de jazz et de blues à la maison, donc je pense beaucoup de Brassens aussi. Je pense que je me suis construit assez inconsciemment avec ça derrière, sans s'y prêter trop attention, mais forcément, c'est assez fondateur. Et ensuite, beaucoup de gens que j'ai rencontrés. En fait, je me rends compte de plus en plus quand j'y repense. Ma formation, entre guillemets, c'est plutôt fait par des rencontres de musiciens amateurs que j'ai croisés au cours de mes voyages. C'est plutôt d'eux que j'ai piqué des choses ou dont je me suis inspiré, voilà, notamment des musiciens brésiliens quand j'étais au Canada, beaucoup, un bluesman qui s'appelle John Carroll, qui est un parfait inconnu en France et un parfait inconnu au Canada, mais dont je me suis beaucoup inspiré aussi, et puis les amis qui m'entourent, qui me font écouter des choses. Et un peu plus tard, j'ai découvert, c'est pas très original, tous les grands de la chanson française avec cette espèce de vague d'émotions qui grimpait à chaque fois que j'entendais le début d'une note de terme de voix. Et voilà, et c'est ce que j'essaye, en tout cas dans cette période-là musicale aujourd'hui, de reproduire. Dans vos grands écarts, enfin non, dans votre singularité ou votre dimension plurielle, il y a ceci. Regardez et on en parle après. Dites, ça devait être triste quand vous viviez en noir et blanc. Une rose grise, c'est moins charmant. C'est qu'on gardait les couleurs jalousement. On les gardait près du cœur, mon enfant. Je ris de ton âge et je ris du tien, les années coloriages et ce que l'on retient, les rides, le visage et les doigts de ta main. Je ris de ton âge et je ris du tien. Dites, ça devait être triste, le monde en teinte de gris, toujours confondre le beau temps avec les jours de pluie. On dessinait des soleils sous nos parapluies, mille et une merveilles, toutes à l'encre grise. Je ris de ton âge et tu ris du mien, les années coloriages et ce que l'on retient, les rides, le visage et les doigts de ta main. Je ris de ton âge et je ris du tien. Je ris de ton âge et tu ris du mien, les années coloriages et ce que l'on retient, les rides, le visage et les doigts de ta main. Je ris de ton âge et je ris du tien. Yigit, quand on voit ça, on se dit c'est une surprise, c'est un hapax, une occurrence unique, comme disent les philosophes, ou qu'est-ce que vous faites tous les deux? On chante une chanson. J'entends. J'entends. Je crois. Non, j'avais écrit la chanson d'abord sur une petite anecdote que m'a racontée ma femme, plutôt ma belle-mère. Ma femme lui avait dit un jour, quand elle était toute petite, qu'elle pensait vraiment que le monde était en noir et blanc, le monde des grands-parents, parce qu'elle voyait toutes les photos en noir et blanc. J'avais trouvé ça charmant, donc j'avais écrit une chanson au bord de la mer là-dessus, je me rappelle très bien. Et puis après est venu le temps de chanter cette chanson, et donc toujours dans cette recherche d'honnêteté, il fallait quelqu'un qui puisse interpréter ça et que ce soit crédible, mais au-delà même du personnage et au-delà du... Je sais pas, il fallait quelque chose qui sonne juste, en tout cas. Et donc j'ai un petit peu réfléchi, et puis un peu pour rigoler, j'ai dit à mon manager, tiens, Catherine Deneuve, ce serait parfait. Et il se trouve qu'elle aussi regarde The Voice, comme apparemment une grosse partie de la France. C'est assez impressionnant. Et donc on s'est rencontrés de manière très simple, on s'est vus plusieurs fois pour caler un peu la chanson. Et ça reste effectivement un moment assez formidable. Par rapport à ce qu'on vient de voir, il y a un mot qui peut arriver, c'est l'idée de star. L'idée de star, c'est-à-dire que, bon, Deneuve en est une, mais vous pourriez en être une. Mais vous pourriez être quelqu'un de très populaire, comme on fait des romans populaires. Et pour l'instant, vous êtes sur on the edge, comme on dit, sur le fil, comme si... Ouais. Mais moi, je suis en train d'écrire une chanson là-dessus, justement. Alors, pas sur moi, mais sur la lisière. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis vraiment quelqu'un de la lisière. J'ai toujours habité à la lisière entre deux mondes, en l'occurrence
mais toujours sur la frontière. J'ai grandi dans un espèce de petit village extrêmement préservé en banlieue parisienne, mais entouré de villes nouvelles où habitaient mes amis. Même à Paris, j'habitais aussi à une rue près, c'était complètement le ghetto dans le 18e arrondissement, et l'autre c'était le côté un peu plus bobo. Là, je déménage et je me retrouve pareil en haut de la colline de Fontenay-sous-Bois avec Fontenay-sous-Bois et son charme d'un côté et le Val de Fontenay de l'autre côté. J'ai toujours été à la lisière et je pense qu'en fait j'aime beaucoup cette position parce qu'elle me permet humainement de naviguer assez facilement entre différents mondes. Je suis très à l'aise partout où je vais. J'adapte, un peu comme la musique tout à l'heure, j'adapte aussi mon langage en fonction de... Et du coup, je suis un peu une espèce de caméléon social et ça me plaît beaucoup. Et je pense que ça me fait un peu peur de partir d'un côté ou de l'autre parce que je perdrais cette liberté de naviguer. Et aujourd'hui, j'arrive même musicalement, dans le petit milieu musical, à faire des grands écarts assez fous dans mes collaborations aussi, parce que justement, je suis un peu celui sur lequel on ne peut pas trop coller d'étiquette. Donc alors c'est par défaut, hein, parce que je suis comme ça, mais en fait, ça me va très très bien, donc je vais essayer de conserver un peu ça. Vous pourriez être édité par une grande maison? Je l'ai été. Je l'ai été, puisque mon premier album était édité chez Parlophone, qui est en fait un label de Warner. La collaboration s'est terminée, donc là je vais partir de manière indépendante. Je crois que j'avais besoin de passer par là, parce qu'on grandit aussi avec des mythes de signature en artiste dans des grandes maisons, et que en tout cas je fais encore partie d'une génération qui a grandi avec ces mythes-là. Donc voilà, je crois qu'il fallait que je passe par là aussi dans mon développement. C'est quelque chose dont on rêve, puis après on rêve, on le fait, et puis on se rend compte... Alors je ne crois pas du tout aux grands méchants loups, hein. Je crois qu'il y a des gens qui veulent faire des belles choses partout, mais je crois qu'on on s'auto-censure aussi un peu de tous les côtés, de toutes les différentes parties prenantes du processus créatif et commercial. Et du coup, voilà, mais il n'y a pas de grands méchants loups. J'ai rencontré des gens formidables. Après, maintenant, il faut avancer différemment, on va dire. Je voulais vous proposer quelqu'un qu'on pourrait considérer comme une de vos références. Quand je vous ai découvert, c'est à lui que je pensais. À l'époque, il était dans l'émission pour parler de son album « Donne-moi de mes nouvelles ». Et il utilise, vous allez l'entendre dans une seconde, c'est Alain Leprest, il utilise une formule remarquable. Il dit « Je vais aux mots comme aux champignons ». Tout à l'heure, Anne Brochet qui disait comme ça... c'est la pièce qui porte l'acteur. J'ai envie de dire que c'est la vie qui porte la chanson. Et puis, on travaille comme ça. Je suis un voleur de mots. Moi, je cours les rues, je suis un grand marcheur. Et puis, je tiens ces choses avec ça. Et quand on me fait le bonheur de me dire que ces chansons sont agréables, j'ai envie de dire que ce sont les gens eux-mêmes qui les ont écrites. Eux-mêmes. Moi, je suis simplement un monteur de Lego, quoi. Je remets les mots en place, et puis avec ce métier, cette pratique que j'ai depuis 30 ans, peut-être 35 ans, peut-être beaucoup plus longtemps que ça, je remets ces choses en place et je les redonne aux gens. Mais en fait, elles m'ont été données. Bien évidemment, hein. C'est un très très grand monsieur. C'est rigolo parce que je me reconnais sans vouloir me comparer bien évidemment, mais dans le fait d'être un grand marcheur. Et vous disiez qu'il disait qu'il va au mot comme il va au champignon, et moi je quitte la maison et je dis à ma femme, je vais chasser les chansons en fait. Comme si j'avais un filet à papillons et que dans l'idée de tout à l'heure qu'elle traîne un peu... Et c'est formidable de voir cette humilité et cette... C'était en 2005, hein, et ce côté... Ce qui est très frappant avec ces... Vous demandiez tout à l'heure... lui, c'est une vraie star, dans le sens où je suis assez fasciné par ces gens qui n'ont jamais connu la reconnaissance publique, justement populaire, mais qui ont, par contre, influencé des dizaines de gens qui, eux, ensuite, ont reçu une reconnaissance. C'était un maître pour beaucoup de gens. Il avait une famille autour de lui d'artistes. Je pense à Loïc Lantoine, notamment, un peu, pour le coup, en filiation quasi directe. Et voilà, il a influencé tellement de gens. C'est des parcours formidables. Quel est votre rapport à vous, à la rue, avec le contact aux gens? C'est-à-dire un contact dont vous dites que vous en avez toujours besoin. Oui, bien sûr. Mais ils sont, avec ou sans chapeau? Ils deviennent un peu embêtants maintenant.
Mais ils vous reconnaissent, oui. Non, pas, je parle des réglementations qui ont un peu changé, notamment à Montmartre, où j'aime beaucoup. La dernière fois que je suis retourné, au bout de 5 minutes, alors les policiers sont charmants, ils s'excusent et tout ça, mais c'est des quartiers charmants, mais qui sont un peu pris d'assaut. Je parle des habitants, là, qui viennent y habiter, comme c'est devenu très cher, par des gens qui ne veulent pas qu'on les dérange, qui veulent être tranquilles, et du coup, ils appellent tout de suite. Donc j'ai un peu perdu cette liberté-là, malheureusement. Mais j'en ai besoin, mais quand on dit chanteur de rue, il y a quelque chose, pas qui me dérange, mais qui porte à faux un peu avec mon approche, parce qu'en fait, je suis par exemple incapable j'ai jamais fait une terrasse de ma vie. J'ai jamais été m'imposer devant des gens, c'est quelque chose qui m'est parfaitement impossible. Donc je cherchais toujours l'endroit le moins exposé, où il y avait le moins de monde du tout. Alors le chapeau, à des moments, a été nécessaire, sans vouloir faire Cosette, c'est vrai, et puis il y a des moments où il n'était pas du tout. Donc j'ai jamais cherché à aller maximiser le profit en faisant des reprises. Et c'était très très gênant. Quand j'ai commencé, c'était horrible. Ce moment de faiblesse exposée aux autres, où on s'assoit. Quand on chante, ça va, parce que j'arrive à rentrer dans ma bulle. Mais ce moment où on s'assoit, on ouvre et on sort la guitare, là, il y a 1 minute 30 qui sont l'espèce de moment d'une douleur terrible, et même maintenant, quand je le fais. Mais par contre, après, je ne parle pas aux gens entre les morceaux. Quand les gens viennent me parler à la fin, c'est pas que ça me dérange, mais disons que j'aimerais être parfaitement invisible dès que la voix sort de nulle part et juste pouvoir... c'est pas du tout ça me gêne. J'ai beaucoup chanté en regardant ma guitare ou en fermant les yeux. Et puis des fois on ouvre et puis on se rend compte qu'il y a plein de gens qui... Ce qu'on appelle rue du Calvaire. C'est ça, c'était mon calvaire. C'était là. Il l'a bien nommé. On regarde quelques images votre rue à Montmartre. Ouais, c'est là. Trop de plumes brisées sur m'amuse à la distance. Coulons l'encre, n'abusons point la déchéance de cet orchestre endormi qui n'attend pour fuir la dissonance que de poitrines réunies et quelques pas de danse. Et quelques pas de danse. Discussions infimes, à quoi bon avoir honte de nos ombres? Chlore, nos cils, encore imbéciles. À court de cœur, dans des matins en sueur. You say there is no need to fight the weather. I see walking under the rail makes us stronger, makes us stronger, makes us stronger. You said there is no need to fight the weather. À demi endormi, Orchamps oublie les indépendances. Porté volontaire au capturé des premiers battements, hésitant l'arrogance. Pourquoi pas les chaînes pour oublier l'errance? Ai-je trop marché pour t'en vouloir l'essence? À demi endormi, Orchamps oublie les indépendances. Porté volontaire au capturé des premiers battements, hésitant l'arrogance. Pourquoi pas les chaînes pour oublier l'errance? Ai-je trop marché pour t'en vouloir l'essence? Pour t'en vouloir l'essence. She said there is no need to fight the weather. I said walking under the wind makes us stronger, makes us stronger, makes us stronger. Hey. C'est terrible, hein, ça. C'est terrible. Non, mais bon, pour le coup, on vous taquine là, parce que c'est effectivement des images qu'on a trouvées sur YouTube. Hein, mais en même temps, vous êtes bien seul et bien dans votre... Ah, mais c'est un exercice incroyablement égoïste, parce que moi, là, je suis dans une... Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous avez exactement. Vous avez disparu. Oui, complètement. Ouais. Et c'est ces moments-là qui sont formidables, quand on arrive à se lâcher comme ça totalement. Étant en plus de nature un peu timide, je pense qu'il y a en plus une espèce de bien-être supplémentaire qui apparaît du fait de disparaître comme ça derrière la musique. Après, quand on ouvre les yeux, on est toujours un peu gêné, ça m'arrivait beaucoup. Mais c'est ça qui est formidable avec la rue, c'est qu'on peut
on a le temps un peu comme une douce transe. Hein. J'ai pas du tout peur du mot, parce que pendant longtemps, pour moi, la musique, ça a été ça. Et voilà, on peut faire une chanson de 5-6 minutes en faisant juste 2 accords à la guitare et puis laisser partir. On n'a pas de contraintes comme devant un public, ce serait juste très ennuyant. Et à l'autre extrême, et c'est pour ça que vous êtes sur le fil comme ça, à l'autre extrême, il y a Courir, qui est un clip, pour le coup. Et là, on est dans une fabrication. Oui. On est dans une industrie. C'est l'industrie du clip. On avait les lacets des faits, on donnait aux rêves notre préférence. On était comme lacets des faits, on réservait aux faits nos révérences. Puis dans le pré des après, nous nous sommes assoupis et au gré de nos regrets sales, j'ai souri et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. On ne repartira plus. Je vais jouer aux dames avec les filles. Je vais jouer aux billes avec la flamme, mais à la fleur à la main d'une femme, moi je préfère le pétale sur le pavé. Je vais casser les idées lisses, je vais colorier les idées lasses, mais à 1000 roses en liasse, moi je préfère la rosée. J'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. On ne repartira plus. Imprimer l'asphalte en diapositive, abri de battantes sur les utopies, fondre la brume de nos dérives, à coup d'envie de demi-tour. Je suis parti et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. Et j'ai couru, poursuivre ton souvenir. Le cœur serré mais les bras ouverts, courir. On ne repartira plus. On ne repartira plus. Je me dis quand je vous écoute, c'est toujours, dans vos chansons, c'est toujours un fragment du discours amoureux. Souvent, oui. Enfin, c'est souvent, oui, hein, bien pas sûr. toujours. C'est souvent un fragment du discours amoureux. Ouais, je crois que quelque part, toutes les chansons parlent d'amour. Hein. De manière générale, toutes les expressions artistiques parlent d'amour. On parlait tout à l'heure de l'amour filial, aussi complexe peut-il être. Je crois que c'est un peu, au risque de paraître un peu baba cool ou un peu illuminé. Je crois que c'est quelque chose qui guide l'intégralité de nos relations et de ce qu'on fait. Quand on a envie de produire quelque chose, c'est par amour. Cet amour-là, il peut être perverti, il peut être inconscient, il peut s'exprimer de plein de manières, mais c'est toujours ça, ouais. Qu'est-ce qui a été, dans votre parcours, on a parlé de ce moment à 4 ans où vous faites votre premier concert. Qu'est-ce qui a été, dans l'autre sens, la certitude de faire ça? Là, vous avez dit que vous aviez été complètement déstabilisé par la moquerie. Qu'est-ce qui vous a donné un moment
comme ce que disait Colin Niel il y a une seconde, c'est-à-dire j'ai reçu 30 refus, mais quelqu'un qui était à côté de moi m'a dit à ce moment-là, continue parce que j'ai confiance en toi. Qu'est-ce qui, chez vous, a fait qu'à un moment, vous vous êtes senti sur vos deux pieds pour y mettre les mots dont parlait tout à l'heure? J'ai toujours pas de certitude. Hein. Non, j'entends bien, mais très fragile. Mais oui, il y a quelque chose qui vous tranquillise relativement ou possiblement. Une chose fondatrice, ça a été notamment quand je suis parti au Canada. Ils ont quelque chose de formidable là-bas qui est un peu en France, mais très peu. Ça s'appelle les open mic, les micros ouverts. Et je travaillais dans un restaurant à l'époque qui tenait un open mic tous les mardis. Et donc il suffisait de venir, on n'y avait pas d'audition, il suffisait de venir inscrire son nom sur une liste. Il y avait 10 noms avec 10 numéros. On pouvait se mettre à la fin ou au début selon qu'on arrivait. Ils faisaient en même temps poésie et musique. Et quand j'ai découvert ça, je me rappelle, j'ai sauté au plafond. Je me suis dit, super, on a juste à s'inscrire, on peut jouer devant des gens, c'est génial. Et donc je l'ai fait. Et là-bas, il y avait pas mal de musiciens qui sont en plus de manière assez improbable, sont tous devenus un peu plus tard. Il y a une dame qui s'appelle Mélissa Lavo, je ne sais pas si vous connaissez. Elle a été invitée de cette émission. C'est vrai ? Oui. Ok, d'accord. Qui était dans le même tout petit bar au Canada à l'époque et qui faisait ses open mic aussi. Il y avait une autre jeune demoiselle qui s'appelle Kiri Christensen. Il y avait pas mal de membres d'un groupe qui s'appelle le Soul Jazz Orchestra qui tourne beaucoup maintenant en France aussi. Donc il y avait une espèce, c'était le restaurant des doctorants en fait, des postgraduates. Donc voilà, une espèce d'émule. Un peu années 70, San Francisco, quoi. Il y avait un truc un peu fou. Et là, tous ces gens-là m'ont dit, mais c'est super ce que tu fais. Ils n'arrivaient même pas à savoir si je chantais en anglais ou en arabe, parce que j'essayais de prendre l'accent jamaïcain de manière assez maladroite. mais en tout cas, ils aimaient bien. Et donc, comment vous dites Gibraltar? Gibraltar, mais ça c'est plutôt espagnol, mais oui, j'aime bien. Et donc ces gens-là qui, eux, déjà commençaient à vivre de la musique, ou étaient en tout cas beaucoup plus installés que moi dans ce milieu-là, que je connaissais pas du tout, qui me disaient, bah ouais, c'est bien, vas-y, continue. Et ça, c'était des vrais motivateurs pour me dire, il faut que je m'accroche et que j'essaye ça, quoi. J'ai encore une question à vous poser, et puis une que je ne vais pas vous poser, mais que j'illustre avec ceci. J'ai jamais dit à personne. C'est vrai? On peut pas savoir. Non, enfin ça veut dire, je peux vous expliquer les raisons annexes. C'est igit en latin, c'est la conclusion pour dire donc, quand on fait un long truc, igitur, ça veut dire igit, c'est du patois pour dire idiot en anglais, idiot. Ça veut dire aussi le vagin, je crois, en africain. Ça veut dire Burk en allemand. Das ist igit, ça veut dire ça c'est pas beau. Je m'excuse pour avoir utilisé l'africain comme qualificatif d'une langue. C'était quand même un peu large, mais comme je ne connaissais pas, j'avais... Voilà. Certes, mais je n'irai pas au-delà. Mais voilà, c'est ce que vous disiez. Je crois qu'on a trouvé ça sur la mairie de Paris qui avait fait un Oui, c'est le blog. C'est grâce à ça que l'émission The Voice m'a repéré. Il y avait une session acoustique en plus de ça, et c'est grâce à ce petit blog-là qu'ils ont été fouillés sur YouTube et qu'ils m'ont appelé ensuite. Donc un gros merci au blog de la mairie de Paris. Bon, au blog de la mairie de Paris. La dernière question, c'était, est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, tout à fait. J'ai ce petit calepin qui a la particularité notable d'être parfaitement neuf et vierge. Toujours? Et je l'ai ramené justement parce que, alors j'en ai des dizaines et des dizaines qui traînent. Ah oui. Je l'ai ramené justement parce qu'il était vierge, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Colin. Il y a une magie dans le calepin vierge qui est de toujours vouloir on se dit celui-là ça va être le bon, c'est celui qui va faire naître. Non, il y a encore le scotch, hein, je voudrais bien, mais il y a encore le scotch. Donc en plus, celui-là, il est sentimental parce que je me suis marié il y a très peu de temps et il m'a été offert par ma femme le jour de mon mariage. Donc celui-là, c'est vraiment le bon. Donc je laisse le scotch. Exactement. Ouais. Il est beau, hein. Et on se dit toujours, c'est de là que va naître mon immense chef-d'œuvre, mon Ne me quitte pas ou ma javanaise. Et après, bon, bien on retombe dans ces vieux travers et puis on n'en remplit que la moitié d'un et on le ferme et on va en racheter un autre tout neuf pour dire. Là, je repars à zéro et ce coup-ci, ça va être le bon. Donc j'en ai plein. Des fois, il y a juste 2-3 pages. Et je dis non. Et j'ai ce besoin d'avoir le calepin vierge pour pas qu'il soit pollué par les erreurs des autres. Voilà. Donc la virginité. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être qu'en sortant d'ici, je sais pas. Qu'avez-vous entendu, Colin Niel, de ce qu'a dit votre voisin dans ces 35 minutes? J'ai découvert plein de choses parce que moi, j'avais rien lu sur Iggy. Par contre, j'avais écouté. Effectivement, en venant là pendant le train, j'ai fait 3 heures de Iggy et je trouvais ça très chouette. Bravo. Et puis je comprenais pas quoi, The Voice. Je me disais mais il y avait un truc qui collait pas quoi. Et ce que tu disais en début d'émission, en fait, ça m'a vraiment parlé quoi. Si moi je le fais pas, pourquoi personne le fera quoi. Et
Cette idée des mondes, quoi. On a l'impression qu'on a la musique populaire, la musique un peu underground, qu'on a ça et qu'il faudrait que ça reste tout dans des cases et qu'il y a peut-être des moments où il faut peut-être essayer, quoi. Qu'est-ce qu'on offre aux gens? Qu'est-ce qu'on propose? Ouais, ça, c'est des questions, moi, qui me plaisent bien, quoi. Qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est de qualité? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comme si c'était deux choses complètement différentes, alors que non, enfin, tout est possible, quoi. Et moi, ça me parle beaucoup, quoi. Messieurs, merci. Ça a été un réel plaisir de converser avec vous et de vous rencontrer. C'est la fin de cette émission. Tout à l'heure, je parlais de Christine Angot, c'est son livre chez Flammarion. Un tournant de la vie. C'est assez étonnant parce que ça peut être autobiographique, mais ça n'a pas grande importance, me semble-t-il, par rapport à ce livre-là. Étonnant par la qualité du dialogue. C'est un dialogue, c'est un rapport amoureux à trois. Une conversation amoureuse à trois, en tout cas, et c'est tout à fait étonnant. Et elle surprend encore par sa capacité à changer de registre et à, paradoxalement, on parlait de fragments du discours amoureux tout à l'heure. Là, c'est presque comme si elle essayait de reconstituer, comme dans les dessins animés de Tex Avery, reconstituer ce que ça peut être l'amour, aussi diffracté qu'il soit. Et je trouve, bon, c'est assez étonnant. Allez-y, j'ai été surpris, j'ai lu ça hier, et vraiment surpris, au-delà de ce qu'elle disait chez nos confrères de Libé. Merci Colin Niel. Merci à vous. Votre maison d'édition, chapeau de vous avoir découvert, c'est le Rouergue. Merci Higuit. Le prochain disque, c'est quand le prochain Alors, il va y avoir l'annonce au milieu du mois d'octobre, courant du mois d'octobre. Donc on saura. On saura, exactement. On saura. Merci de nous avoir réservé, d'être venu tout simplement parler ici. Fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment. Il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.